Pablo Rodriguez quitte son poste de ministre fédéral pour briguer la direction du PLQ. On va se parler demain. Deuxième vague d'explosions en 2 jours au Liban. Israël affirme que la guerre entre dans une nouvelle ère. Et la Banque centrale américaine diminue ses taux pour la première fois depuis 2020. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatchez. Le ministre fédéral Pablo Rodriguez fait le saut en politique québécoise. Le lieutenant du Québec de Justin Trudeau briguera la direction du Parti libéral du Québec. Il en a informé ses collègues libéraux aujourd'hui à Ottawa et en fera l'annonce publique officielle demain à Gatineau. Ce départ d'un pilier du gouvernement Trudeau survient quelques jours après la défaite des libéraux dans un de leurs châteaux forts à Montréal et quelques jours avant la tenue d'un vote de confiance aux communes. Christian Noël. C'était un secret de polichinelle. On va se parler demain. Pourquoi est-ce que vous quittez votre poste de ministre? Pablo Rodriguez répond au chant des sirènes québécoises. Il veut devenir le capitaine du bateau du PLQ. Ses collègues à Ottawa sont déçus, mais l'encouragent. Un immense respect pour Pablo. Une machine. Ça va être une perte pour nous. Puis il quitte pas parce qu'on est dans le trouble, il quitte parce qu'il y a une opportunité de carrière, parce qu'il s'en va pas s'asseoir dans son sofa chez lui, sur le bord du poêle. Et ses futurs collègues libéraux du Québec lui souhaitent bienvenue dans la course. Pour moi, Pablo Rodriguez, il incarne le rêve québécois. Il est aussi une personne issue de l'immigration. Campaigner, quelqu'un qui a de l'expérience. Nous, on veut une belle course, donc c'est une candidature de qualité une fois qu'elle sera confirmée. Pour Justin Trudeau, ce départ survient à un mauvais moment. Trudeau, est-ce que vous avez l'impression que M. Rodriguez quitte un bateau qui coule? Avec 2 défaites électorales en 3 mois et un vote de confiance à l'horizon, le premier ministre semble avoir retrouvé le désir de se battre. Un gouvernement qui a doublé le coût de logement, doublé la dette, taxé la nourriture. Il n'a rien à offrir, il est obsédé par son propre désir pour le pouvoir. Le gouvernement aura bientôt besoin d'un nouveau ministre des Transports et d'un lieutenant du Québec, mais Pablo Rodriguez garde son poste de député. Donc, pas d'élection partielle en vue. Le gouvernement Trudeau évite donc le risque d'un autre test de popularité lors d'un scrutin. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Maintenant, les conservateurs ont dévoilé le texte de la motion de censure qu'ils vont déposer la semaine prochaine. La Chambre n'a pas confiance dans le premier ministre et le gouvernement. Le Bloc québécois a déjà indiqué qu'il n'appuiera pas la motion, ce qui assurera la survie du gouvernement Trudeau. Le chef conservateur Pierre Poilievre a dénoncé le Bloc pour cette prise de position. La motion devrait être déposée mardi prochain lors de la journée de l'opposition et sera soumise au vote le lendemain. Les craintes d'une guerre à grande échelle au Moyen-Orient ont encore monté d'un cran à la suite d'une deuxième attaque en 2 jours contre des membres du Hezbollah au Liban. Après les téléavertisseurs, ce sont d'autres types d'appareils de communication qui ont explosé simultanément, faisant au moins 14 morts et 450 blessés. J'en parle avec notre correspondante Marie-Ève Bédard. Marie-Ève, que s'est-il passé exactement? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une série d'explosions encore aujourd'hui qui ont été déclenchées. Cette fois-ci, on parle de walkie-talkie, des radios. On a vu des voitures aussi exploser, certaines dans lesquelles étaient ces fameuses radios. Il y a des ordinateurs aussi qui auraient été détonés, contenaient des explosifs. Encore une fois, donc aujourd'hui, des scènes de chaos, des ambulances qui ont parcouru partout la ville de Beyrouth, mais dans l'est du pays aussi. On a assisté à ces explosions, des attaques plus meurtrières, parce que proportionnellement moins de blessés aujourd'hui, mais plus de morts, au moins 14, selon le ministère de la Santé. Le Hezbollah reconnaît que 5 de ses combattants sont morts dans les attaques d'aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend un peu mieux, Marie-Ève, la dynamique dans laquelle s'inscrivent ces 2 attaques? On ne sait toujours pas qui, officiellement, est derrière ces attaques. Les Israéliens ne les ont pas revendiquées, mais dans tous les commentaires aujourd'hui qu'on a entendus, que ce soit de la part du premier ministre Benjamin Netanyahou ou du ministre de la Défense, on semble dire que c'était la phase 1 de phase qui devrait suivre, qu'on entre dans une nouvelle dynamique. On écoute Yoav Gallant, le ministre de la Défense. Ce qu'il dit, c'est que je crois que nous sommes au début d'une nouvelle phase dans la guerre et que nous devons nous adapter. Il faut dire que l'armée israélienne a déployé au moins une unité supplémentaire près de la frontière avec le Liban aujourd'hui. Merci, Marie-Ève. Au revoir. Par ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies réclame la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens d'ici 12 mois. Les pays membres de l'ONU ont adopté une motion non contraignante. Le geste a été salué par la mission palestinienne, mais dénoncé par Israël. Précision de Loïc Loury.
Hier, l'ambassadeur palestinien à l'ONU appelait les États membres de l'organisation à choisir le bon côté de l'histoire. 124 d'entre eux ont finalement décidé de soutenir cette résolution, 43 préférant s'abstenir et 14 de voter contre, dont Israël et les États-Unis. Dans le détail, ce texte appelle donc à la fin de l'occupation israélienne d'ici 1 an ou à la restitution des terres et propriétés saisies. Il reprend en fait les recommandations de la Cour internationale de justice, celle-ci estimant en juillet que la présence continue d'Israël dans les territoires occupés était illicite. La mission palestinienne à l'ONU a évoqué une adoption historique. C'est une décision honteuse et cynique, a au contraire réagi Israël. Face à un conseil de sécurité presque paralysé, ce n'est pas la première fois que l'Assemblée générale apporte son soutien, certes symbolique, à la Palestine. En mai dernier, malgré l'opposition de Washington, 143 pays avaient ainsi voté en faveur de l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Ici Loïc Laurie à New York pour Radio-Canada. The time has come for policy to adjust. Le temps est venu d'ajuster la politique monétaire. Jérôme Powell, le grand patron de la Réserve fédérale américaine, a abaissé les taux d'intérêt de l'institution pour la première fois depuis 2020. J'en discute avec notre chef du bureau économique de Radio-Canada à Toronto, Philippe de Montigny. Philippe, la Fed a opté pour une forte baisse, 1/2 point de pourcentage. Oui, la fourchette des taux d'intérêt est donc maintenant de 4,75% à 5%, après avoir passé plus d'1 an à leur plus haut niveau depuis le début du siècle. Mais il faut dire que cette décision de la Banque centrale américaine n'a pas été prise à l'unanimité au comité de politique monétaire. La Fed a signalé qu'elle envisage une autre coupe d'1/2 point d'ici la fin de l'année. Son président, Jérôme Powell, qu'on a entendu plus tôt, se dit plutôt confiant de la tendance baissière de l'inflation. Cette baisse des taux redonnera donc du pouvoir d'achat aux ménages américains qui sont coincés depuis plusieurs années entre la forte inflation et le coût élevé du crédit. La Réserve fédérale est indépendante du pouvoir politique, mais certains commentateurs estiment que sa décision pourrait donner un coup de pouce à Kamala Harris. Le marché de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu. La crainte de la récession a ressurgi, un peu comme on le voit ici au Canada. Donc, reste à voir à quel point cette décision aura une influence chez nous. Il y a de nombreux économistes qui estiment qu'une baisse d'1/2 point serait appropriée, même nécessaire. La prochaine décision de la Banque du Canada aura lieu le 23 octobre. Merci, Philippe. Je vous en prie. Des membres de la Première Nation de Grassy Narrows dans le nord-ouest de l'Ontario ont manifesté aujourd'hui à Toronto pour réclamer réparation pour la pollution au mercure de leur cours d'eau par une usine de papier dans les années 1960-1970. Des décennies plus tard, la contamination se poursuit. Voici Andréane Williams. Kiana Bird n'a jamais eu accès à l'eau propre dans sa communauté. Il y a plus de 50 ans, une usine de pâte et papier a déversé 9 tonnes de mercure dans les rivières English Wabigoon, dans le nord-ouest de l'Ontario, près d'où vit sa communauté, la Première Nation de Grassy Narrows. La jeune femme souffre d'arthrite, une condition qu'elle attribue à la contamination au mercure. Avec plusieurs autres membres de sa communauté, Kiana Bird a parcouru près de 2000 km pour participer à la manifestation mercredi à Toronto. Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'Assemblée législative pour réclamer la fermeture de l'usine de papier de Dryden qui continue de contaminer les cours d'eau. Ils demandent aussi des compensations et des garanties sur le fait qu'il n'y aura pas d'autres industries polluantes à proximité. Elisabeth Bruns a pris part à la manifestation. C'est absolument ridicule que plus de 50 ans plus tard, on soit encore en train de demander la justice pour Grassy Narrows. Le gouvernement fédéral indique qu'il travaille avec la Première Nation pour s'assurer que ses membres aient accès à des soins de santé. Le ministère ontarien des Affaires autochtones affirme pour sa part qu'il prend très au sérieux les défis auxquels sont confrontés les habitants de Grassy Narrows et de Wabaseemoon. On estime que 90% de la population de la région présente des symptômes d'intoxication au mercure. Et Sandra Williams, Radio-Canada, Toronto. Et les Cowboys fringants récoltent 7 mentions en vue du gala de la disque du 3 novembre. Et parmi les autres artistes nommés figurent les groupes Carquois et Salbarde. Voilà, c'était le Radio Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Radio-Canada Info.